Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Monnier en compagnie de Claude Lafleur, et aujourd'hui nous nous posons la question, pourquoi plus de navettes spatiales? Y en aura-t-il une autre un jour? Durant 30 ans, les Américains ont utilisé une navette spatiale pour aller dans l'espace avant de revenir à l'ancien système, les bonnes vieilles capsules. De même, dans les années 1980, les Soviétiques ont lancé une seule fois leur navette Buran, tandis que les Français ont envisagé une petite navette baptisée Hermès. Toutefois, toutes ces navettes ont été abandonnées depuis longtemps. Pourquoi n'utilise-t-on que des capsules pour envoyer des hommes et des femmes dans l'espace? Que s'est-il donc passé? On peut aussi se demander s'il y aura aussi un jour de nouvelles navettes spatiales ou s'il y en a en préparation. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec les réponses de Claude à ces questions. En premier lieu, qu'est-ce qu'une navette spatiale? Quelle est donc, Claude, la différence entre navette et fusée? C'est une bonne question, hein? En principe, quand on parle de navette spatiale, on sous-entend un vaisseau habité capable de faire régulièrement la navette Terre-Espace. Alors qu'une fusée, c'est normalement un moyen de transport pour aller dans l'espace qu'on utilise une seule fois. Bon, évidemment, on va le voir, il y a des nuances. Il y a des navettes inhabitées qui existent, il y a des fusées qui transportent des capsules habitées, mais l'idée de la navette, c'est vraiment de pouvoir régulièrement faire la navette entre l'espace et la Terre. L'idée de départ, c'était de se dire, on envoie des astronautes dans l'espace avec des fusées utilisables une seule fois. Si, dans le domaine du transport aérien, on utilisait des avions de transport de passagers qui ne servent qu'une seule fois, ben, jamais le transport aérien ne se serait développé. Ça serait tellement dispendieux de faire un vol Montréal-Paris avec un avion qu'on utilise une seule fois qu'il n'y a personne qui pourrait se le permettre. Donc, on s'est dit, on va essayer de construire un appareil, une navette qui permettrait d'aller dans l'espace à peu près aussi facilement qu'on traverse les continents grâce à des avions. C'est ça l'idée de départ des navettes spatiales. Et c'est pourquoi donc les Américains se sont dotés de la navette spatiale, mais cette navette n'était que partiellement réutilisable. Alors, pourquoi ça? Effectivement, c'est un peu dommage. Hein? C'est qu'à l'origine, là, dans les années 1960, au début des années 70, la NASA avait comme projet de construire une véritable navette parfaitement réutilisable. Le projet de départ de la NASA, c'était de concevoir 2 avions qui étaient superposés. En fait, il y a un premier avion, on pourrait appeler ça le gros porteur, qui aurait transporté sur son dos une navette orbitale. Les deux engins se seraient peut-être décollés soit à la verticale ou à l'horizontale, mais l'idée, c'est que la navette porteuse aurait emporté avec elle la navette orbitale jusqu'à peu près une vingtaine de kilomètres d'altitude avant, elle, de revenir se poser. Et à partir de ce 20 km d'altitude-là, la navette orbitale, elle, se serait élancée vers l'espace, aurait accompli sa mission dans l'espace, serait revenue se poser, comme la première navette, un peu à la manière des avions. On aurait pu ensuite superposer les 2 navettes et les relancer à nouveau. Ça aurait été donc un véhicule réutilisable, donc 2 avions superposés l'un sur l'autre. Malheureusement, ce projet-là, la NASA estimait qu'il aurait coûté 10 milliards de dollars, en dollars de l'époque, à développer. Une somme jugée par le Congrès américain beaucoup trop élevée. Le Congrès américain dit on n'a pas 10 milliards de dollars. Quand je parle de dollars de l'époque, imaginez aujourd'hui que ça serait probablement le triple. On parlerait d'un projet de 30-40 milliards si on met ça en dollars d'aujourd'hui. Donc, résultat, la NASA, au lieu d'obtenir 10 milliards de dollars pour développer sa navette, elle a obtenu seulement un budget de 5 milliards de dollars. Ce qui fait qu'elle a conçu une navette, une espèce de vaisseau hybride, c'est-à-dire il y a la navette spatiale telle qu'on la connaît, là, l'appareil qui ressemble à un avion, qui est accolé à un gros réservoir extérieur qui brûlait dans l'atmosphère juste avant l'entrée en orbite de la navette. Donc, le réservoir, il faut en construire un à chaque fois qu'on lance la navette. Et elle est équipée de 2 fusées à poudre qu'on récupérait, qui tombaient à la mer et qu'on devrait récupérer et ensuite nettoyer et préparer à nouveau pour un lancement. Autrement dit, la navette spatiale telle qu'on la connaît, c'est un véhicule, on pourrait dire, semi-réutilisable, beaucoup plus complexe à remettre en état pour le vol que si ça avait été 2 avions ou si ça avait été l'équivalent d'avions de passagers qui, quand on revient sur Terre, on refait le plein, on rembarque des passagers puis on revole à nouveau. C'était malheureusement pas ça, la navette telle qu'on l'a connue, parce que la NASA n'a pas bénéficié des budgets
C'est drôle, hein, parce que quand on parle d'un budget de 10 milliards pour développer ce véhicule-là, ça aurait été probablement pas mal plus élevé que ça, Oui. mais ça a donné, résultat, un véhicule beaucoup moins efficace et beaucoup plus coûteux à faire voler. Autrement dit, ce qu'on a économisé, entre guillemets, au départ, on l'a amplement dépensé par la suite. Et pour faire donc vraiment la différence avec les autres véhicules, on connaît les capsules donc de type Apollo ou Soyuz qui volent encore maintenant, ou bien les Dragons. Si on rajoute des ailes tout bêtement à ces véhicules-là, est-ce que ça en fait des navettes? Ben, pas vraiment. Parce que l'idée, c'est que là, vous avez une capsule qui est comme une espèce de boulet de canon, d'une certaine façon, alors que la navette, c'est un véhicule aérodynamique qui a plus ou moins la forme d'un avion. Fait qu'on ne pourrait pas prendre une capsule puis transformer cette capsule-là en navette. C'est deux concepts totalement différents. Donc, non, on ne peut pas malheureusement modifier les capsules pour en faire des navettes. Aujourd'hui, Claude, donc, on tente de concevoir des fusées qui, elles, sont entièrement réutilisables. Mais là aussi, ça semble une entreprise assez difficile. Donc, où est le problème? En fait, tout est une question d'énergie. C'est-à-dire, au départ, comme on l'a déjà expliqué dans d'autres balados, pour aller dans l'espace, il faut atteindre la vitesse de 28 000 km/h. Donc, il faut produire une très grande quantité d'énergie. C'est pour ça qu'on emploie une fusée. Donc, pour aller dans l'espace, ça prend beaucoup, beaucoup plus d'énergie que pour faire voler un avion ou faire rouler un train, etc. Ensuite, il y a le problème inverse, c'est-à-dire que vous acquérez donc la vitesse de 28 000 km/h. Lorsque vient le temps de revenir sur Terre, il faut perdre cette énergie. On la perd normalement en traversant l'atmosphère terrestre, donc par friction. Et donc, ça impose des contraintes énormes. Dans le cas d'une fusée, ce qu'on fait tout simplement, c'est que la fusée, elle atteint l'énergie la vitesse de 28 000 km/h. On place le satellite en orbite et on jette la fusée par après. Dans le cas d'une navette spatiale, il faut concevoir un véhicule qui va donc revenir sur Terre, traverser l'atmosphère à vive allure, subir des décélérations et un frottement extraordinairement intense. Le résultat, c'est que ça impose des contraintes très difficiles à rencontrer. Et ça se fait, mettons, dans le cas d'une capsule. La capsule revient sur Terre et si vous avez vu des images récemment, les capsules souvent sont brûlées. Le bouclier thermique a été usé. Là, concevoir une navette spatiale, un appareil qui est capable de revenir sur Terre sans trop être endommagé à la suite de sa traversée dans l'atmosphère terrestre, c'est très difficile. Ça demande des technologies qu'on maîtrise à peine. Donc, tout le problème des navettes, peu importe lesquelles, c'est de concevoir un véhicule qui est capable de générer une énorme quantité d'énergie, de perdre cette énergie-là et d'être facilement réutilisable par la suite. C'est un défi auquel on a beaucoup de misère à rencontrer. Est-ce que c'est pour cette raison que SpaceX réussit à récupérer le premier étage des fusées, donc le booster, comme on l'appelle, qui lui n'acquiert pas autant d'énergie, mais n'arrive pas à récupérer le deuxième étage qui, lui, va jusqu'en orbite? Parce En fait, ce qui est intéressant, c'est que il est relativement facile de récupérer le premier étage d'une fusée, parce qu'on le voit. Parce que l'étage monte à une vingtaine de kilomètres d'altitude, il revient se poser par la suite. C'est un peu l'équivalent de l'avion porteur de la navette spatiale qu'avait envisagé la NASA dans les années 70. Donc, il est relativement facile de récupérer le premier étage. Mais même là, si vous avez suivi quelquefois des lancements de Falcon 9, vous voyez que c'est une opération quand même assez spectaculaire de la récupération du premier étage. Quant au deuxième étage, ben lui, il se place en orbite, ou presque en orbite, si ça pourrait être autrement. À ce moment-là, lui, il va à la vitesse de 28 000 km/h, et là, c'est extrêmement difficile à récupérer, et ni SpaceX, ni personne d'autre a réussi jusqu'à maintenant à récupérer le deuxième étage d'une fusée pour pouvoir le réutiliser. Donc, on voit tout le défi. Le premier étage, c'est une opération relativement facile, bien que quand on voit SpaceX, c'est spectaculaire. Le deuxième étage, on n'est pas encore parvenu à opérer ce genre de système-là. Alors, oui et non, puisqu'il y a quand même en développement le Starship, où tout le but du jeu, c'est non seulement de récupérer le premier étage, le booster, mais aussi le vaisseau Starship. Alors,
on peut dire qu'ils l'ont récupéré, peut-être pas en bon état encore. C'est en cours de développement, comme on le voit. Et donc, comment justement se passe la récupération de ce vaisseau qui constitue le deuxième étage de ce Starship? En fait, ce qu'on voit avec Starship, et c'est très intéressant, c'est toute la difficulté de mettre au point un vaisseau réutilisable. Jusqu'à maintenant, il y a eu 9 vols d'essai avec un succès plus ou moins retentissant, beaucoup d'échecs. Évidemment, ce qu'on voit, c'est intéressant parce que on voit que le premier étage du Starship, là, qu'on appelle le Super Heavy, lui, il fonctionne pendant les 2 premières minutes et après ça, il revient s'accrocher à la tour de lancement. Jusqu'à maintenant, SpaceX a réussi 2 fois la manœuvre et c'est une manœuvre absolument spectaculaire. Ça montre déjà la difficulté même de récupérer le premier étage, mais comme on le voit dans le cas du Starship, il pourrait presque servir à nouveau. Dans le cas du deuxième étage, le Starship proprement dit, lui, ce qu'on a vu, c'est qu'il poursuit sa course vers l'espace, il monte jusqu'à peu près 200 km d'altitude, puis après ça, il revient naturellement vers la Terre, il redescend vers la Terre, et là, il traverse l'atmosphère terrestre. Et si vous avez vu, entre autres, je soulignerais la 5e mission, le 5e vol d'essai de Starship, qui est le vol le plus réussi, où là, ils sont parvenus à ramener le Starship jusque dans l'océan, à le faire s'écraser dans l'océan. On voyait la manœuvre pour perdre de la vitesse sans que le véhicule soit détruit. C'est absolument prodigieux. C'est fantastique de voir à quel point le véhicule doit manœuvrer pour perdre graduellement son énergie pour revenir à peu près à une vitesse zéro au moment où il touche l'océan. C'est une manœuvre très complexe. En fait, je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, à regarder, on peut le retrouver sur YouTube, le 5e vol. Là. Imaginez-vous, au moment de la rentrée dans l'atmosphère terrestre, si vous étiez à bord du véhicule. Moi, quand j'ai regardé ça, je me dis, je serais absolument terrorisé si j'étais à bord du véhicule et je devais subir ce qui se passe au moment du retour sur Terre. Et ça, je serais terrorisé quand tout se passe bien. Et si en plus ça se passe mal, là, c'est catastrophique. Autrement dit, la récupération d'un Starship va être quelque chose de très complexe. Rien à voir avec quand vous et moi, on prend l'avion et qu'au terme de notre vol, il doit se poser sur une piste d'atterrissage en douceur. Ça n'a rien à voir le retour du Starship. Ça veut dire que c'est une opération complexe, même dans le cas du Starship, qui n'est pas tout à fait une navette, qui est plus une espèce de fusée, mais une fusée conçue pour revenir régulièrement sur Terre, facilement sur Terre et être réutilisée à nouveau. Mais on est encore là, loin de la technologie dont on rêve depuis les années 70. Et alors justement, c'est pas vraiment une navette, mais est-ce que, pourtant l'utilisation serait a priori la même que la navette américaine, alors est-ce que c'est pas juste dans l'imaginaire collectif, on a associé le mot navette à un véhicule ailé, tout simplement? C'est parce que l'idée de la navette, c'est de faire quelque chose qui ressemble à un avion, qui vient se poser à l'horizontale, on a juste à refaire le plein puis à redécoller. Le Starship, c'est davantage une fusée réutilisable parce qu'elle se pose à la verticale quand on voit le premier étage. Puis le Starship, théoriquement, devrait se poser sensiblement de la même façon. Après ça, il va falloir l'assembler à nouveau puis le relancer. Fait que c'est presque un hybride. C'est plus une fusée, mais qui fonctionnerait comme une navette. Mais on est loin de l'avion aérospatial qui pourrait revenir sur Terre et décoller exactement comme nos avions. Quand on prend un vol en avion, quelques heures plus tard, le même appareil redécolle à nouveau pour faire un nouveau vol. On n'en est pas là, mais ça serait une sorte de fusée-navette, d'une certaine façon. Parce que tu parlais, donc il y a quelques instants, tu t'imaginais dans un Starship revenir sur Terre. C'est sûr que ça doit être assez impressionnant, comme toi tu disais, terrifiant. Mais je vous invite aussi à regarder un atterrissage de navette vécu depuis l'intérieur. En fait, à un moment donné, quand la navette est à la même altitude qu'un avion de ligne, quand vous êtes dans un avion de ligne et que vous êtes en altitude, en croisière, vous allez atterrir peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure après. L'avion a un temps pour descendre. Et bien, quand vous êtes à la même altitude en navette spatiale, je pense que c'est 2 minutes après, vous êtes déjà sur le sol. Donc ça doit être une chute quand même assez impressionnante. Oui, on disait toujours que faire voler un orbiteur lors du retour sur Terre, c'est comme faire voler un piano à queue. Ça descend à la vitesse d'un piano à queue. Surtout que sur la navette spatiale, il n'y avait pas de moteur
comme dans le cas d'un avion de transport. Ça fait que c'est un planeur qui pesait environ 100 tonnes et qui descendait vraiment beaucoup plus rapidement qu'un avion ordinaire. La différence peut-être entre le Starship et la navette, c'est que la navette, c'était quand même une descente en ligne droite. Oui. Vous partiez de l'orbite puis vous descendiez plus ou moins en ligne droite. Alors que le Starship, si vous regardez la 5e mission, elle doit manœuvrer de bien des façons, changer d'orientation. Des fois, elle est plus ou moins verticale, des fois, elle est plus ou moins orientale. Et elle se pose en toute fin de course à la verticale, là, comme le premier étage qu'on a vu. Fait que les manœuvres sont beaucoup plus périlleuses à bord d'un Starship que dans le cas de la navette spatiale, qui descendait rapidement, mais en ligne droite, si je peux dire, et non pas totalement, parfois à la verticale, parfois à l'horizontale, etc. Dans un balado sur la station spatiale qu'on a faite il y a quelques mois, on racontait la terreur que c'est de revenir en capsule Soyouz. Là, il y a Pesquer en parlait et on disait que c'était terrorisant. Je pense qu'un retour en Starship, ça va être encore beaucoup plus terrorisant. Et là, je parle quand le véhicule va être au point et que tout va bien fonctionner. Je pense qu'un retour en Starship va être beaucoup plus terrorisant qu'un retour en Soyouz. Mon impression, disons. Et pour revenir à la navette spatiale, Claude, pourquoi donc les Américains ont développé ce véhicule au début des années 70? À l'époque, quand on envoyait des astronautes dans l'espace, c'était à bord de capsules. Particulièrement, on envoyait des équipages vers la Lune à bord de vaisseaux Apollo, lancés par des fusées Saturne V. Ça coûtait très cher. Une mission Apollo, si on la met en dollars d'aujourd'hui, ça coûtait 5 milliards de dollars. Fait que là, on s'est dit, écoutez, ça coûte tellement cher dans l'espace, il faut trouver un autre moyen. Fait qu'on s'est dit, on va mettre au point une navette, un véhicule donc qui permettrait d'accéder beaucoup plus facilement à l'espace. Et à l'époque, on espérait que ça réduirait les coûts de lancement de 10 à 100 fois. Ça coûterait donc 10 à 100 fois moins cher d'aller dans l'espace grâce à la navette spatiale qu'à l'aide de fusées de type Saturne V. Fait qu'on s'est dit, si on peut mettre au point une navette spatiale, ça va véritablement ouvrir l'espace à l'exploitation de l'espace, c'est-à-dire qu'on pourrait se servir de cette navette-là pour d'abord s'installer en orbite terrestre, là, mettre au point des stations spatiales ravitaillées par la navette spatiale, etc. Donc, des humains vont pouvoir habiter l'orbite terrestre. On va pouvoir aussi, grâce à la navette spatiale, retourner sur la Lune, beaucoup moins cher, et s'y installer. Et puis même, grâce à la navette spatiale, on pourrait éventuellement s'élancer à la conquête de Mars. Autrement dit, l'idée de départ, c'était de dire que la navette allait ouvrir l'espace un peu comme au 19e siècle, le train a ouvert les continents, et au 20e siècle, l'avion a ouvert le transport à travers toute la planète. Donc, on s'est dit, après le train, après l'avion, voici la navette spatiale et on va pouvoir aller dans l'espace aussi facilement qu'on se promène d'un bout à l'autre de la planète, soit en train, soit en avion. C'était l'idée de départ. Mais, si je me souviens bien, ça n'est pas arrivé tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui est un peu dommage, peut-être à cause du compromis qu'on a dû faire au départ quand je disais que la NASA n'a pas eu les budgets pour développer une navette parfaitement réutilisable, la navette qu'on a conçue était un véhicule très difficile à faire voler. En fait, ça demandait des mois pour préparer un lancement. C'était un véhicule très difficile à faire voler. Souvent, il y avait des délais au niveau du lancement parce qu'à la dernière seconde, on se rend compte que quelque chose n'était pas au point. On n'avait vraiment pas une navette qui pouvait s'assimiler plus ou moins à un avion de ligne régulier. Et la navette était aussi un véhicule, ça s'est avéré très dangereux à faire voler. On le soupçonnait, mais disons que la tragédie de Challenger en 86 et l'accident de Columbia en 2003 nous ont montré à quel point c'était un véhicule dangereux à faire voler. Ce qui fait et en plus, si on ajoute à ça, c'est que on espérait que l'émission de la navette spatiale coûterait très, très peu cher, beaucoup moins cher que voler en fusée. Or, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que chaque mission de la navette spatiale coûtait à l'époque 1,5 milliard de dollars. Genre 10, 15, 20 fois plus cher que ce qu'on avait imaginé à l'époque. Donc, autrement dit, la navette qu'on avait n'avait rien à voir avec des avions de ligne comme on rêvait au point de départ. Et combien y a-t-il eu de missions de navettes et à quoi elles ont servi? Entre 1981 et 2011, il y a eu 135 vols de navettes.
Au début, lors des 24 premières missions, on a réalisé une vaste gamme d'opérations spatiales. Entre autres, les navettes ont servi à lancer des satellites, donc à placer des satellites en orbite terrestre. On a aussi réalisé une vaste gamme d'expériences scientifiques. Là, on peut penser à des expériences en médecine, en chimie, en biologie, en physique, en astronomie, etc. Donc, on pouvait aussi faire des expériences très pratico-pratiques. Par exemple, fabriquer des matériaux ou des médicaments dans l'espace. Donc, on a fait des tests à ce niveau-là. On a aussi observé la Terre à l'aide de nouveaux instruments qu'on mettait au point, entre autres des radars qu'on a placés dans la soute de la navette. Et à l'époque, c'était une innovation, observer la Terre à l'aide de radars. J'ouvre une parenthèse pour dire que les radars permettent de voir le sol de jour comme de nuit, qu'il y a des nuages ou pas. Et aujourd'hui, il y a des centaines de satellites en orbite terrestre qui utilisent des radars et ces radars-là ont été mis au point à bord de la navette spatiale. Ces navettes-là aussi permettaient d'envoyer une vaste gamme de personnes. On peut rappeler qu'à l'époque, à l'origine de la navette, les seuls qui allaient dans l'espace, c'était des hommes blancs, généralement des pilotes d'essai, des pilotes militaires, parfois des ingénieurs. Grâce à la navette, là, on s'est bien envoyé, non seulement des hommes, mais aussi des femmes, des civils, des gens de différentes minorités, de différents pays aussi. Il y a des Européens qui ont voyagé dans la navette spatiale, il y a des Canadiens, etc. Il y a évidemment des scientifiques qui ont voyagé. Il y a même 2 politiciens qui se sont payés un voyage à bord de la navette spatiale, qui se sont octroyés un voyage à bord de la navette spatiale. Et il y avait même une institutrice qui devait voler à bord de la navette spatiale. Et ça, ça, c'est les 24 premières missions où là, on voyait là qu'on pourrait faire des choses absolument extraordinaires avec la navette. Ça ouvrait plein de perspectives qu'on ne peut pas réaliser en capsule. Malheureusement, est arrivé le 25e vol de la navette, Challenger, le 28 janvier 1986. La destruction de la navette, je pense que tout le monde a les images en tête. Et là, ça a tout changé. Là, on s'est rendu compte que finalement, la navette, c'est un véhicule dangereux à faire voler. Et là, à ce moment-là, par la suite, il a fallu trouver la cause de l'accident, construire une nouvelle navette, une 5e. Et là, à partir de ce moment-là, la navette a été réservée à des opérations vraiment d'importance. Par exemple, la mise en orbite de télescopes spatiaux. On s'est servi de la navette pour lancer le télescope Hubble, mais aussi les télescopes Compton et Chandra. On a lancé aussi 2 sondes grâce à la navette spatiale, la sonde Galileo qui s'est placée en orbite autour de Jupiter et la sonde Ulysse, dont on a parlé récemment dans la balado précédent, qui a observé les pôles du Soleil. On a réalisé aussi beaucoup de missions scientifiques Spacelab. Spacelab, qui est un laboratoire fourni par les Européens, ce qui a permis d'ailleurs aux Européens de voler à bord de navettes spatiales en échange du Spacelab. Les navettes ont aussi servi à réaliser des missions Mir. Donc, des astronautes américains sont allés séjourner à bord de Mir, la station spatiale russe. On s'est servi aussi de la navette pour réparer et entretenir le télescope spatial Hubble. Et aussi, on a réalisé un certain nombre de missions militaires. Mais dans tous les cas, c'était des missions jugées de grande importance et non pas la panoplie des missions qu'on avait réalisées au cours des 24 premiers vols, parce que là, on s'est dit, la navette, à chaque fois qu'on la lance, on risque la vie d'un équipage. Et entre-temps, à partir de 1984, les Américains ont entrepris de se doter d'une station orbitale, le projet ayant pour nom à l'époque Space Station Freedom, Liberté, c'est ça? Exactement, c'était la station. Ça, c'est Ronald Reagan. À l'époque, on était encore en pleine guerre froide avec les Soviétiques. Il faut dire une chose, il y avait la station Mir qui veut dire communauté, village. Ce à quoi a répondu Reagan, nous allons construire la station Liberté. Donc, c'est le projet qu'on a mis au point dans les années 1990 et l'assemblage de la station, qu'on va appeler éventuellement ISS, la Station spatiale internationale, a débuté en 1998 avec, entre autres, la navette spatiale qui emportait dans l'espace les grands modules de la station ainsi que les principaux éléments de la station, les poutrelles notamment. L'assemblage de la station allait bon train au début de 2003 jusqu'à ce qu'arrive l'accident de Columbia, donc la destruction de la navette lors de son retour sur Terre. À partir de ce moment-là, on a réservé la navette presque exclusivement à terminer l'assemblage de la station spatiale pour ensuite la ranger au musée. Parce que là, suite à l'accident de Columbia, on s'est dit, c'est un véhicule très dangereux à faire voler. On vient de perdre 2 équipages et à chaque fois, il y avait 7 personnes à bord, donc 14 victimes. Fait que
suite à l'accident de Columbia, on s'est dit, OK, on a besoin de la navette pour terminer l'assemblage de la station spatiale. Et après ça, ben, on va la ranger au musée. D'ailleurs, si vous allez dans un certain nombre de musées américains, vous allez voir les navettes là, Endeavour, Discovery, Atlantis, que vous pouvez voir en vrai, entre autres à Cap Canaveral. Donc, les navettes sont maintenant rangées au musée parce que trop compliquées, trop dispendieuses et trop dangereuses à faire voler, malheureusement. On a alors décidé de ne pas remplacer la navette. Il y aurait pu cependant y avoir une navette de deuxième génération, par exemple. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Ben, principalement pour deux raisons. D'abord, comme je l'ai dit, c'est un véhicule, évidemment, qui était très complexe à faire voler, un véhicule, dans le fond, très dangereux. Et ce qu'on a conclu à la suite de la navette spatiale, c'est que, dans le fond, on ne possède pas encore les technologies pour mettre au point une navette à la fois sécuritaire, mais qui s'utiliserait comme un avion. Là. On n'a pas les technologies nécessaires, même si on aurait pu tirer profit de l'expérience de la navette en disant on va concevoir un meilleur véhicule. Les technologies nous permettant de faire une espèce d'avion aérospatial n'existent pas. L'autre chose aussi, c'est que, étant donné les énergies en jeu, étant donné qu'il faut atteindre la vitesse de 28 000 km/h, qu'il faut ensuite perdre lorsqu'on revient sur Terre, on a fini par se dire que c'était un petit peu absurde d'utiliser des équipages humains pour, entre autres, lancer des satellites. Vaut mieux, dans le fond, utiliser tout simplement une fusée qu'on n'a pas besoin de récupérer. Donc, même si une fusée, on n'utilise qu'une seule fois, au bout du compte, ça coûte moins cher de lancer des satellites à l'aide de fusées et ne pas recourir à des équipages pour réaliser. Donc, il y a beaucoup d'opérations qu'on avait prévu faire avec la navette spatiale qu'on s'est dit, ben dans le fond, autant continuer avec des fusées, tout simplement. C'est un peu la grande leçon de la navette spatiale, c'est qu'on n'envoie pas des équipages dans l'espace pour faire toutes sortes de tâches. On envoie des équipages, on envoie des humains seulement quand c'est nécessaire de les envoyer. Autrement, on explore les planètes à l'aide de sondes, on utilise des satellites autour de la Terre, on utilise des fusées ordinaires. C'est beaucoup plus efficace que d'envoyer des humains parce que aller dans l'espace, ça demeure toujours une opération dangereuse étant donné les énergies en jeu. J'aimerais rajouter aussi au passage que la navette spatiale avait une soute, une grande soute, même une soute immense, et dont le volume n'a pas toujours été utilisé de manière complète. Alors pourquoi ça? À l'origine, quand la NASA a conçu son projet de la navette spatiale, elle voulait avoir aussi comme allié le département de la Défense, en disant si la navette si on est deux à se servir de la navette, on va pouvoir aussi répartir les dépenses. Donc, le département de la Défense, le Pentagone, s'est dit d'accord, on peut être intéressé par votre navette, mais à condition, nous, on a des gros satellites à lancer, des satellites qui ont la taille à peu près d'un autobus. On s'est dit à ce moment-là, ça nous prend une très grande soute, ce que la NASA n'avait pas besoin au départ. C'est un compromis que la NASA a fait. Elle a dit, OK, vous avez besoin d'une grande soute pour lancer vos satellites de reconnaissance, vos satellites espions. Fait qu'on va concevoir une navette capable de transporter une vingtaine de tonnes et l'équivalent d'un autobus. Donc, la navette a été dotée d'une grande soute. Évidemment, le département de la Défense en est servi, mais la NASA aussi, parce qu'entre autres, tant qu'à avoir une grande soute, la NASA s'est dit, bon, on pourra concevoir un télescope comme Hubble qui va occuper l'ensemble de la soute. Le télescope Hubble a la dimension d'un autobus. D'autres opérations. Ça a permis aussi d'installer le laboratoire Space Lab européen qui pouvait occuper une bonne partie de la soute. Fait qu'au départ, la navette, c'est pour ça que l'idée de la navette, c'est un peu un camion de l'espace. Mais imaginez un assez gros camion, ben parfois on n'a pas toujours besoin d'un gros camion pour faire notre transport, mais dans le cas de la navette, on avait un gros camion. Parfois, la soute était à moitié remplie, dépendamment des expériences qu'on avait besoin de faire, mais l'idée, c'est que le département de la Défense avait besoin d'une grande soute et c'est pour ça que la navette est équipée d'une soute capable de transporter l'équivalent d'un autobus. Et c'est peut-être pourquoi aussi l'engin s'est complexifié et son utilisation a été moins évidente que prévu aussi, peut-être. Avec une navette plus petite, c'est peut-être plus facile. Absolument. Effectivement, si on avait conçu une navette, on va en parler dans quelques minutes, comme la navette Hermès, avec une soute peut-être capable l'équivalent de transporter une automobile plutôt qu'un autobus, ça aurait été un véhicule moins fragile, effectivement. Est-ce que c'est pour cette raison que les Américains se sont dotés, donc, à nouveau, de capsules spatiales? Ben, effectivement, parce que la navette, comme on l'a vu, c'est un véhicule complexe et très fragile, alors que les capsules sont beaucoup plus petites,
sont beaucoup plus robustes à ce moment-là. Donc, il est beaucoup plus facile de concevoir des capsules. Une capsule, hein, pour avoir une idée, si vous avez une capsule, ça peut tenir dans la pièce d'une maison. Une navette spatiale, ça prend un hangar comme le hangar pour mettre des avions. Donc, on peut concevoir des capsules qui est un peu le principe, la capsule, c'est un peu le principe d'un boulet de canon. C'est quelque chose de très compact, de très robuste. Évidemment, dans la capsule, il n'y a pas une soute pour transporter d'importantes charges. On peut transporter quelques centaines de kilos d'expérience, mais on ne peut pas transporter de satellites dans une capsule. C'est strictement pour transporter des équipages. Et l'autre avantage des capsules, c'est que non seulement ils sont plus robustes, plus faciles pour revenir sur Terre, mais c'est plus facile aussi de protéger l'équipage lors du décollage parce que dans le cas des capsules, ben, si jamais la fusée porteuse connaît une défaillance, on sépare la capsule qui est munie de parachute et elle revient se poser. Dans le cas de la navette spatiale, comme on a vu avec l'accident de Challenger, ben, on n'a pas pu sauver l'équipage parce qu'on ne pouvait pas détacher la navette dans les premières minutes du décollage. Donc, la capsule est beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus facile aussi à faire voler qu'une navette spatiale. Donc, on peut préparer des capsules beaucoup plus facilement qu'on prépare la navette spatiale. Et en fait, à chaque fois qu'on lance une fusée ou bien une navette, c'est comme déclencher une explosion, mais si tout va bien, de manière contrôlée, dirigée. Exactement. Ça, c'est la chose qu'il faut toujours garder à l'esprit. C'est quand on allume les moteurs d'une fusée ou d'une navette spatiale, que ce soit Starship ou peu importe, on déclenche littéralement une explosion qui doit normalement se dérouler sur à peu près 8 ou 9 minutes. L'explosion a pour but justement de produire l'énergie nécessaire pour se rendre en orbite à 28 000 km/h. Donc, si l'explosion, on en garde le contrôle durant les 8 premières minutes, on sera en orbite terrestre. Si on en perd le contrôle, ben, ça peut être la catastrophe. Et je souligne ça parce que des fois, j'ai vu des retransmissions à la télévision où j'ai déjà couvert pour Radio-Canada des lancements d'Ariane et du moment que la fusée décolle, l'animateur m'a dit « mission réussie, etc., etc. » Non, la mission n'est pas réussie tant que vous n'êtes pas rendu en orbite. Il y a toujours le risque d'une explosion, comme l'a montré effectivement Challenger. Donc, c'est quand vous voyez un lancement de fusée, que ce soit Falcon, que ce soit Starship ou n'importe quoi, dites-vous que vous assistez littéralement à une explosion dont on espère garder le contrôle durant les 8-9 premières minutes. Et c'est pour ça que chaque lancement, moi j'en ai vu je dirais des milliers, mais en tout cas des centaines et des centaines. Chaque fois, c'est une opération spectaculaire parce qu'il y a un enjeu très important. Va-t-on garder le contrôle de l'explosion? Quand on lance une fusée, si jamais on perd la fusée, il y a un satellite à bord, c'est pas grave. Quand on lance un vaisseau habité, une navette, si on perd la navette, ben là, on perd un équipage. C'est beaucoup plus dangereux. Et concernant les capsules d'aujourd'hui, donc les Crew Dragon de SpaceX par exemple, est-ce qu'elles sont réutilisables? Ben, effectivement, ça, c'est une innovation. À l'époque, d'Apollo, les capsules Apollo ne servaient qu'une seule fois. D'ailleurs, comme elles ont été récupérées, on les retrouve maintenant dans des musées. Dans le cas des capsules Crew Dragon, elles sont conçues pour réaliser une bonne dizaine de missions, sinon même davantage. Donc, elles reviennent sur Terre, on les remet en état de vol et elles sont relancées à nouveau. Mais évidemment, une capsule étant beaucoup plus simple qu'une navette, ben, c'est beaucoup plus facile de remettre en état une capsule Crew Dragon et de la lancer. Éventuellement, actuellement, je pense, si je ne me trompe pas, que SpaceX a 5 capsules différentes qui vont être utilisées une dizaine de fois, peut-être un peu plus. Après ça, on va finir par les retrouver au musée, mais elles auront volé peut-être une dizaine de fois dans l'espace. Et est-ce que c'est le cas aussi pour les Soyouz? Non, les Soyouz, c'est la technologie des années 60. Fait que les Soyouz ne volent qu'une seule fois et après ça, elles se retrouvent au musée. Il y en a des centaines. Je ne sais pas s'ils sont répartis à travers le monde. Je ne sais pas ce qu'on fait exactement. Oui. Il y a quelques Soyouz. Il y en a entre autres au musée spatial à Washington. J'en ai pas vu au Canada. Je ne sais pas s'il y a un musée quelque part au Canada parce qu'il y a des astronautes canadiens qui ont volé à bord des Soyouz. Mais les Soyouz sont rapportés sur Terre et remis au musée. Mais les Soviétiques, les Russes doivent en avoir tellement de Soyouz que je ne sais pas s'ils n'envoient pas à la dompe. Oui. Et la navette spatiale, elle, était destinée à se placer en orbite terrestre. Mais est-ce qu'on aurait pu l'utiliser, Claude, pour se rendre jusqu'à la Lune, par exemple? Ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée en disant, une fois qu'on est en orbite terrestre, pourquoi pas se rendre jusqu'à la Lune en navette spatiale? Ce qu'il faut savoir, c'est toujours une question d'énergie.
Pour se placer en orbite terrestre, il faut aller à 28 000 km/h, mais pour se rendre à la Lune, il faut aller à la vitesse de 40 000 km/h. Donc, beaucoup plus vite. Et dans le cas des navettes spatiales, lorsqu'elles se plaçaient en orbite terrestre, elles avaient après ça épuisé à peu près tout leur carburant. Elles ne pouvaient pas aller vraiment beaucoup plus loin. Il y avait encore un peu de carburant pour assurer les manœuvres orbitales et le retour sur Terre, mais essentiellement, la navette avait dépensé toute son énergie pour se placer en orbite terrestre, donc elle n'aurait pas pu s'élancer vers la Lune. Mais imaginons, faisons une petite expérience de pensée, que dans sa grande soute, justement, on rajoute des réservoirs de carburant. Est-ce que on peut imaginer, justement, l'envoyer vers la Lune? Ben, théoriquement, oui, on aurait pu envoyer des navettes jusqu'à la Lune. Maintenant, le problème que ça pose, c'est que si vous conférez au vaisseau la vitesse de 40 000 km/h pour aller à la Lune, quand vous allez revenir sur Terre, vous allez avoir la même vitesse à dissiper. Vous allez rentrer dans l'atmosphère terrestre, non pas à la vitesse de 28 000 km/h, mais à la vitesse de 40 000 km/h. Or, la navette n'était pas conçue pour résister au stress d'une rentrée dans l'atmosphère à cette vitesse-là. Donc, on n'aurait pas pu récupérer les navettes de retour de la Lune parce qu'elles ne sont pas conçues pour résister à une rentrée à 40 000 km/h. Vous savez, dans le domaine spatial, c'est toujours toute une question d'énergie. J'oserais dire, rien ne se perd, rien ne se crée. La vitesse que vous créez au départ, vous devez la perdre à l'arrivée. J'ouvre une parenthèse, des fois, les gens se demandent, est-ce qu'on ne pourrait pas aller beaucoup plus rapidement vers Mars? Est-ce qu'on ne pourrait pas se rendre à Mars, mettons, en 1 mois plutôt qu'en 6 à 9 mois? La réponse, c'est théoriquement oui, en conférant beaucoup plus de vitesse au décollage, en accélérant bien davantage pour se rendre à Mars. Sauf que lorsque vous arrivez à Mars, vous allez devoir perdre cette énergie-là. Donc, l'énergie que vous donnez au départ pour aller plus vite, vous allez devoir la consommer pour ralentir à la fin et ça devient rapidement prohibitif. D'où l'idée que dans l'espace, tout est une question d'énergie, puis l'énergie que vous gagnez, vous devez la perdre au retour. Oui, et puis un des principaux défis de la navette spatiale, c'était d'avoir un bouclier thermique. Ça, c'est une chose, mais qui soit réutilisable. Et qui soit réutilisable uniquement pour des vitesses orbitales. On imagine bien, tu l'as dit, que avoir 2 ou 3 fois plus d'énergie à dissiper, c'est certainement une autre paire de manches. Exactement. Et ce bouclier-là, c'était un véritable casse-tête au sens strict du terme. Il était composé de milliers de tuiles, chaque tuile étant une forme particulière pour épouser la forme du véhicule. Et quand la navette revenait sur Terre, d'une part, il y avait un certain nombre de tuiles qui s'étaient détachées en cours de vol, un certain nombre d'autres tuiles qui avaient été plus ou moins endommagées. Et donc, il fallait refaire le bouclier thermique, c'est-à-dire le réparer, ce qui encore là posait de sérieux problèmes. Quand un avion se pose sur une piste, il n'y a pas beaucoup d'entretien à faire, sinon vérifier que tout est en bon ordre. Dans le cas de la navette spatiale, il fallait refaire le bouclier thermique pour s'assurer que tout est en place. Ça a été tout un casse-tête pour les techniciens, au propre comme au figuré. Parlons maintenant des autres projets de navettes, dont la navette soviétique Buran, qui a été plus qu'un projet puisqu'elle a volé, mais elle n'a volé qu'une seule fois. Qu'est-il arrivé à Buran? Pourquoi elle n'a pas volé à nouveau? Pour faire une histoire relativement courte, lorsque, au début des années 70, les Soviétiques ont réalisé que les Américains se dotaient d'une navette spatiale, les Soviétiques se sont dit que cette navette-là servirait avant tout à des opérations militaires, c'est-à-dire que malgré que c'était la NASA qui développait ce système-là, les Russes étaient absolument convaincus que c'est avant tout le Pentagone qui s'en servirait pour à la fois développer des systèmes militaires et s'approprier l'espace, donc s'installer dans l'espace et dominer l'espace. En conséquence, et soit dit en passant, on va apprendre d'ailleurs des années plus tard que les Russes étaient convaincus que la navette avait davantage un rôle militaire que civil, contrairement à ce qu'on rapportait. Les Russes se trompaient, mais le régime soviétique était tellement un régime parano qu'il imaginait toutes sortes de choses qui n'étaient pas létalement réelles. Résultat, parce que les Américains se sont dotés d'une navette spatiale, les Russes se disent on va en faire autant parce que nous aussi, on ne veut pas que les Américains s'approprient l'espace à des fins militaires. Ils ont donc développé leur navette Buran, une navette qui est assez semblable à la navette américaine, bien qu'il y ait des différences fondamentales. J'ouvre une parenthèse, j'ai publié en 1988 un livre qui s'appelle Vivre en apesanteur.
dans lequel je publie un certain nombre de photos où on voit les deux navettes sous le même angle. D'ailleurs, un jour, je suis allé à la NASA, je leur ai montré mon livre. Les gens rigolaient parce que là, il y avait vraiment. J'ai fait beaucoup de recherches photos pour essayer de trouver. Je pense qu'il y a 5-6 exemples de photos où on voit les deux navettes sous le même angle et on voit à quel point elles sont semblables. C'était donc des navettes qui ressemblaient. On s'est toujours demandé d'ailleurs si les Russes avaient copié les Américains, mais les Russes ont toujours dit, vous savez, quand vous concevez un avion, les Airbus et les Boeing ne sont pas si différents les uns des autres. Ils se ressemblent beaucoup. Un avion, c'est un avion. Là, mais en même temps, il y avait des différences importantes. Toujours est-il que les Russes ont conçu leur navette dans les années 80, fin des années 70, début des années 80, et quand il est venu le temps de la faire voler, eux aussi ont découvert que c'est un véhicule très complexe à faire voler et aussi très coûteux. Et on est à la fin des années 80, l'Union soviétique est en train de s'écrouler, là, le système communiste ne fonctionne réellement pas. Donc, les Soviétiques se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus les moyens de faire voler leur navette. Résultat, ils sont parvenus à la lancer une seule fois, mais ils n'avaient pas les moyens d'opérer la navette spatiale, leur navette spatiale, comme les Américains l'ont fait pendant une trentaine d'années. Résultat, Buran n'a volé qu'une seule fois. Mais au passage, les Soviétiques ont réalisé un exploit assez remarquable. Absolument. Hein? Ce premier lancement de Buran, d'abord, Buran veut dire tempête de neige, soit dit en passant, et ce premier lancement a eu lieu en pleine tempête de neige. Il faisait très mauvais à Baïkonour lorsqu'il a été lancé et les Soviétiques l'ont quand même lancé. Chose qui aurait été impossible pour la navette spatiale. La navette spatiale américaine devait s'envoler dans des très bonnes conditions météo. D'ailleurs, parfois, il y avait des vents juste un petit peu trop forts et ça empêchait le décollage de la navette américaine, alors que la navette soviétique, elle, pouvait s'envoler en pleine tempête de neige. Ensuite, la navette a réalisé, à ce moment-là, elle est lancée sans équipage à bord. Et elle a réalisé sa mission en mode totalement automatique pour, entre autres, venir se poser de façon automatique. Ce que la navette spatiale américaine était incapable de faire. Il fallait absolument qu'il y ait des pilotes à bord pour revenir sur Terre. Donc, les Soviétiques ont réussi un exploit absolument remarquable de faire une mission entièrement automatique et de la faire se poser sans aucun équipage à bord. J'ajouterais que nous avons pu voir à l'époque en direct, entre autres, le lancement de Buran. Moi, je l'ai vu sur le réseau CNN. C'était toute une révélation parce que les Soviétiques, je l'ai souvent rapporté dans le passé, ils étaient très secrets, ils faisaient tout en secret. Et là, ils nous ont montré en direct le décollage de Buran. On n'a pas vu l'atterrissage en direct, mais on a vu des films par après. Ça a été vraiment un exploit absolument remarquable de faire voler du premier coup une navette spatiale et de réussir comme ça une mission, ce que l'on n'aurait pas pu faire avec la navette spatiale. D'ailleurs, lorsqu'il est arrivé le temps de lancer la navette spatiale américaine une première fois, il y avait 2 astronautes à bord. On n'aurait pas pu la lancer sans équipage comme les Russes ont fait. Vraiment une réalisation surprenante qui a renversé les ingénieurs américains en se disant les Soviétiques sont capables de faire voler une navette en mode totalement automatique, ce que nous ne sommes pas capables de faire. Et depuis, cette navette spatiale Buran est remisée dans un hangar et elle prend la poussière et elle ne sert à rien. Elle n'est même pas exposée dans un musée. Je ne sais pas si tu as déjà vu des images de la navette. En fait, je me suis informé. Moi, ce que j'avais entendu dire, c'est que la navette Buran, celle qu'on a vue décoller, se trouverait dans un musée en Allemagne. Par contre, lorsqu'on fait des recherches... Il y en a plusieurs peut-être. Oui, quand on fait des recherches, on apprend qu'il y aurait eu la navette Buran, la véritable, aurait été dans un hangar en Russie où il y a eu un effondrement du hangar, elle aurait été détruite. Fait que je ne sais pas si la navette Buran qui est en Allemagne, c'est son double, une maquette ou la véritable, mais chose certaine, si vous allez en Allemagne, je ne sais pas, je pense que c'est à Hambourg, il y a une navette Buran, à défaut que ce soit l'authentique, c'est tout comme vous étiez en présence de la vraie. Je ne l'ai pas vue et je rêve un jour de la voir. Ça serait quand même spectaculaire. C'est quand même amusant de penser que la navette russe se trouve maintenant dans un musée allemand. Oui. Et à peu près à la même époque de Buran, l'Europe développait sa propre navette spatiale, Hermès, qui est un projet initié d'abord par la France dès 1975. Alors que s'est-il passé pour Hermès ? Donc, à partir de 1975, dans les années 80, la France a décidé de se doter d'une petite navette qu'elle a appelée qu'elle a appelée Hermès, et qui aurait été lancée par une fusée Ariane 5. Donc, la navette aurait été placée au sommet de la fusée, comme on place les capsules spatiales.
Cette navette était toute petite, elle était conçue essentiellement pour transporter de 4 à 6 personnes vers une station orbitale européenne. Là, les Européens avaient leur propre projet de station orbitale qui va éventuellement se joindre à la Station spatiale internationale. Donc, c'était une petite navette, mais justement qui n'était pas munie d'une soute importante pour transporter des satellites. C'était essentiellement une navette pour acheminer des équipages vers une station spatiale. Le projet a malheureusement été abandonné dans les années 1990 parce que, d'une part, il est jugé très coûteux, plus coûteux qu'on l'avait imaginé au départ. Les Européens se sont rendus compte des défis techniques que cela posait de concevoir une petite navette spatiale. Et surtout, on s'est rendu compte que finalement, ce ne serait pas très utile. On n'avait pas vraiment besoin d'Hermès. Donc, un projet plus coûteux, plus difficile à réaliser et finalement pas vraiment utile. Donc, il a été abandonné sans jamais avoir volé. J'ouvrirai la parenthèse en disant que le spationaute français Patrick Baudry, qui avait volé à bord de la navette spatiale américaine, était activement engagé dans ce projet-là. Je pense que Patrick espérait un jour piloter la navette Hermès. Malheureusement, son rêve ne s'est jamais réalisé. Et plus tôt, Claude, tu disais que les Américains n'ont pas développé une navette de seconde génération, mais pourtant il y a eu le projet d'un avion intercontinental qui ressemblait à un Concorde et qui était capable aussi d'aller dans l'espace. Effectivement, c'est un projet tellement différent des navettes spatiales qu'on n'en parle pas comme une navette de seconde génération, mais on parle ce qu'on appelle le National Aerospace Plane ou NASP. C'est un projet que le président Reagan a annoncé en 1986, une semaine seulement après la tragédie de Challenger. En fait, à l'époque, le président Reagan a annoncé que les États-Unis allaient se doter donc d'un avion aérospatial qui a pas mal les allures d'un Concorde, un avion qui serait capable de relier n'importe quel point du globe en moins d'1 heure et demie. C'est-à-dire que c'est un avion qui décollerait, qui irait pratiquement dans l'espace et qui reviendrait sur Terre se poser. Par exemple, on pourrait relier les villes de Tokyo et de New York en moins d'1 heure et demie. D'ailleurs, le président Reagan en parlait comme de l'Orient Express, donc un avion qui permettrait d'aller. Et moi, quand je vais à Paris, ça me prend 6 à 7 heures de vol. Là, je pourrais aller à Paris peut-être en 1 heure, 1 heure et demie. Ça aurait été absolument fantastique. C'était au départ un projet évalué à 3 milliards de dollars, mais lorsqu'on s'est penché sur le projet pour le développer, on s'est rendu compte que ça présentait des défis technologiques énormes parce que là, on ne parle pas de construire une navette avec 2 avions, plus ou moins comme le projet initial de la NASA, mais de construire un seul appareil qui serait capable de réaliser donc de s'envoler comme un avion, d'aller dans l'espace, de revenir à travers l'atmosphère terrestre, un peu comme le fait la navette spatiale, et d'être facilement réutilisable comme un avion de transport de ligne. Finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'était que ce projet-là dépassait de très, très loin nos capacités technologiques. En fait, c'est un projet beaucoup trop en avance sur nos technologies actuelles. C'était le cas dans les années 90, ce serait le cas encore aujourd'hui. Ce qui fait que le projet a dû être abandonné dans les années 90 parce qu'encore là, beaucoup trop cher et nettement en avance sur son temps. Un jour, peut-être, on aura ces navettes-là, mais même aujourd'hui, je pense que si on voulait concevoir un NASP, on n'aurait pas les technologies nécessaires pour développer un tel appareil. Et existe-t-il d'autres projets de navettes spatiales? En fait, là, depuis les années 70, depuis 40-50 ans, là, il existe une multitude de projets de navettes spatiales. Souvent, on parle de petites navettes spatiales, plus ou moins comme Hermès. Il y a des projets qui sont actuellement en développement. Il y en a beaucoup, beaucoup qui ont été plus ou moins développés et abandonnés en cours de route. Donc, sur certaines, on n'a pas vraiment vu de navettes spatiales apparaître. Et là, quand je parle de navettes spatiales, je parle de vaisseaux habités capables de transporter des équipages. Il n'y a aucun actuellement projet en développement de navettes conçues pour transporter des équipages. Il y a des navettes automatiques, comme on va en parler dans quelques minutes, mais des navettes capables de transporter des équipages un peu à la Hermès. Il n'y a aucun projet actuellement en développement. Et ça m'a fait penser justement à l'avion spatial Skylon. C'était un projet du Royaume-Uni et la compagnie a fait faillite l'an dernier. Et donc, voilà, j'imagine que ce genre de projet n'est pas encore assez mûr. On n'a pas la technologie ni l'utilité. La Grande-Bretagne a une caractéristique de régulièrement
lancer l'idée de projet ambitieux, mais qui ne se réalise jamais. Si je peux me permettre un commentaire par rapport aux Britanniques, je dirais que les Britanniques sont très, très bons pour dire non, mais ont beaucoup de difficultés à dire oui à quoi que ce soit. Donc, les Britanniques lancent souvent des projets de navettes extraordinaires ou d'autres genres de projets extraordinaires, mais qui jamais ne se réalisent. Et il y a aussi une petite navette destinée à l'envoi de fret qui s'appelle le Dream Chaser de la société Sierra Space, dont plusieurs vols spatiaux sont prévus cette année ou l'année prochaine. Alors qu'en est-il pour cette navette? En fait, depuis une bonne dizaine d'années, la compagnie américaine est en train de développer donc une navette qui s'appelle Dream Chaser. À l'origine, elle espérait que ce soit une navette transportant des équipages. C'est un projet concurrent aux capsules Crew Dragon de SpaceX. Malheureusement, la NASA n'a pas financé ce projet-là, ce qui fait que la compagnie a décidé d'en faire une version cargo. Version cargo qui servirait donc à apporter du cargo à la station spatiale. Là, on parle d'une petite soute dans laquelle il y aurait des vivres, et un peu comme les capsules Dragon de SpaceX. Le premier vol d'un Dream Chaser devait avoir lieu au début de l'année, là, au mois de janvier. Maintenant, il est sans cesse reporté. Je pense qu'il est prévu là, pour le début de l'an prochain. Ça fait 10 ans que l'entreprise travaille sur ce projet-là. Il n'a pas encore volé. Et là, ils sont en train de développer une version cargo, sauf qu'on arrive un peu au terme du projet de la Station spatiale internationale. Fait que l'avion n'a plus vraiment son utilité, mais peut-être que finalement, un jour, on verra voler le Dream Chaser. Mais ça fait 10 ans qu'on attend. Et si j'ai bien compris, il y a aussi un problème de lanceur, c'est que sur le Dream Chaser a besoin d'un lanceur Vulcan. Puisqu'avant, il s'était destiné à avoir un lanceur Atlas, mais l'Atlas est arrivé en fin de vie. Et donc maintenant, en fait, il y a plus, si j'ai bien compris, une attente au niveau du lanceur. Il n'y a pas de lanceur disponible pour ce véhicule. C'est ça, exactement. En fait, il devait voler lors du premier vol du Vulcan au mois de janvier, mais là, c'était le Dream Chaser qui n'était pas disponible. Et maintenant que l'avion est apparu, les Vulcans sont pas qu'ils sont disponibles, mais ils ont beaucoup de missions à réaliser, entre autres des missions du département de la Défense. Donc, il n'y a plus de place pour le Dream Chaser. Fait que c'est un projet, malheureusement, si je peux me permettre, qui ne tournait pas en rond depuis 10 ans. Peut-être qu'il va voir le jour, mais on parle d'une navette automatique. Il n'y a pas personne à bord. Et il existe aussi dans le même ordre d'idées 2 petites navettes, mais militaires cette fois-ci, le X-37B du Pentagone et aussi la mystérieuse navette chinoise. En fait, effectivement, autant les militaires américains que chinois ont développé de petites navettes qui ressemblent plus ou moins à Hermès, si vous avez pour avoir une idée dans votre tête, mais sauf que 100 personnes à bord. Ces navettes-là sont donc opérées par les deux camps. Ces navettes-là donc, servent à réaliser des expériences dans l'espace. Dans le cas de la navette américaine qu'on appelle le X-37B, il peut demeurer jusqu'à 2 ans et demi dans l'espace en réalisant des opérations. Ça peut être des opérations technologiques, donc mettre au point des équipements. Ça peut être des opérations aussi d'observation ou de manœuvre dans l'espace. En fait, on ne sait pas trop ce que ces navettes-là font dans l'espace parce qu'on parle d'opérations militaires secrètes. Les militaires nous donnent une vague idée, mais il y a probablement beaucoup de choses qui se font, mais qu'on n'est pas au courant. Donc, jusqu'à maintenant, depuis 2010, les Américains ont lancé 7 fois leur petite navette X-37B qui ont réalisé donc des opérations de plusieurs mois dans l'espace. Du côté chinois, depuis 2020, les Chinois font voler une navette qui s'appelle CSS-HQ pour vaisseau spatial expérimental. Les Chinois sont encore plus avares d'informations que le sont les Américains. Jusqu'à maintenant, la navette chinoise a volé 3 fois, dont elle a réalisé 2 missions de 9 mois chacune. Mais on n'a aucune idée. Jamais les Chinois nous ont montré une esquisse de leur navette. Donc, on pense qu'elle doit ressembler au X-37B américain. Mais encore là, les Chinois c'est à peine si les Chinois reconnaissent l'existence de leur navette, mais ils ne nous donnent aucune information. Donc, il y a 2 petites navettes militaires, mais qui ne transportent pas d'équipage et qui ne servent pas à des opérations vraiment intéressantes en ce qui nous concerne, parce que c'est des opérations ultra secrètes. Il y a donc des petites navettes sans pilote et aussi un certain nombre de projets de navettes en préparation. Est-ce qu'on reverra un jour une navette de la taille, en tout cas du calibre, de la navette spatiale américaine?
Il n'y a actuellement aucun projet à ma connaissance, sur les tables à dessin d'une navette de l'envergure de la navette spatiale américaine. En fait, ce qu'on comprend, c'est que ce genre de projet-là, ça dépasse nos capacités technologiques. On n'a pas ce qu'il faut pour concevoir un véhicule qui serait facile d'usage, économique et qu'on pourrait faire voler facilement. Ça dépasse nettement nos technologies actuelles. Fait que peut-être qu'un jour, je ne sais pas, dans plusieurs décennies, on verra une navette spatiale de ce type. Il faudrait savoir si le besoin existe pour ce genre de véhicule-là, mais il n'y en a pas pour l'instant. On ne peut pas, ceux et celles qui nous écoutent, qui aimeraient voir voler à nouveau une navette spatiale semblable à celle de la NASA, malheureusement, il n'y a aucun projet en préparation qui se compare à la fameuse navette spatiale américaine. Et alors, pourquoi on a quand même des petites navettes? Quelle est la différence avec les grosses? Ben, la navette spatiale, la fameuse navette spatiale de la NASA, se voulait un véritable camion de transport spatial tout usage, étant donné la grande soute dont on a parlé plus tôt, qui permettait de lancer des engins spatiaux de la taille d'autobus. Par contre, les petites navettes, comme Hermès, comme Dream Chaser ou autres, ce sont des navettes qui seraient conçues pour transporter essentiellement un équipage de quelques humains avec peut-être quelques centaines de kilos de bagages, mais pas pour transporter des engins spatiaux de grande taille, pas pour réaliser une panoplie d'expériences comme le permettait la navette spatiale, mais essentiellement, ce seraient des navettes qui serviraient à faire la navette entre la Terre et, par exemple, des stations orbitales ou, à la rigueur, pour réaliser de courtes missions dans l'espace, mais pas des missions d'envergure comme ce que permettait de faire la navette spatiale. On parle donc d'un véhicule beaucoup plus simple qui permet de faire moins de choses que la navette spatiale américaine, mais en même temps peut-être plus facile à faire voler que la fameuse grande navette spatiale. Et nous allons conclure ce balado avec donc la navette, si on peut dire. En tout cas, on ne l'appelle pas comme ça, mais le Starship de SpaceX. On sait que Elon Musk rêve de mettre en service son vaisseau qui serait capable de placer jusqu'à 100 tonnes sur orbite terrestre, ce qui est considérable, ou transporter une centaine de personnes jusque Mars. Et c'est en soi donc un projet révolutionnaire là-dessus. Ben, c'est effectivement un projet, je pense que le thème révolutionnaire s'applique bien dans ce cas-là. C'est pas une navette au sens classique du terme, là, qui s'apparente plus ou moins au projet de la NASA. C'est plus une fusée récupérable, mais qui fonctionnerait comme une navette si on peut s'en servir régulièrement. Maintenant, comme on le voit, ce projet-là révolutionnaire est très difficile à mettre au point. Hein. On a juste à penser aux 3 plus récents lancements qui se sont terminés par des échecs. On voit toute la difficulté de mettre au point une fusée réutilisable comme le Spaceship. Et même là, si jamais SpaceX réussit à relever son défi, donc à mettre au point un véhicule assez facile d'utilisation, comme on en parlait dans le balado 159 sur quel avenir pour SpaceX, on peut quand même considérer qu'il n'y a pas un besoin pour ce genre de véhicule-là. Les fusées classiques vont demeurer beaucoup plus faciles d'emploi que le fameux Starship. Et deuxièmement, l'idée de lancer des équipages vers la planète Mars est une idée aussi un peu absurde. Ce n'est pas le véhicule conçu pour ça, malgré ce qu'en dit Elon Musk. Donc, on peut se demander si SpaceX va réussir à relever son défi, ce qui est en soi très intéressant. Et s'il parvient à relever son défi, est-ce que ça va être utile d'avoir un Starship ou est-ce qu'on ne fera pas voler le Starship quelques fois pour finalement conclure que ce n'est pas ce dont on a besoin? Je pense que des fusées de type Ariane 6 ou Falcon 9 ou des fusées du genre sont nettement plus adaptées à nos besoins, ne serait-ce que pour lancer des capsules ou peut-être des petites navettes à la Hermès que le Starship lui-même. C'est un défi technologique intéressant à suivre, mais je ne pense pas qu'il y ait un avenir pour Starship. C'est ce qu'on va dire. Un jour, je ferai un balado sur la suite, mais ça serait intéressant de voir ce qui va arriver. Ceci conclut à peu près notre balado sur les navettes spatiales. Si je me fie à certains balados que j'ai faits, je pense que vous aimez beaucoup, beaucoup cette version-là, questions-réponses, où Florent me pose une série de questions auxquelles je réponds. Si vous aimez cette formule-là, ne vous gênez pas pour nous suggérer des sujets.
C'est très intéressant comme formule à faire. Je pense que ça donne un bon résultat. Fait que si vous avez soit des sujets ou des séries de questions à nous envoyer, ben ne vous gênez pas parce que ça m'inspire. Comme je dis toujours, si vous voulez m'écrire directement, échanger avec moi, ça fait toujours plaisir d'apprendre à vous connaître et de voir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins. Ben, écrivez-moi à baladovde@gmail.com, donc baladovde@gmail.com, et ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles.